Hume et Cordevir, de la colline, assistèrent à l'événement nouveau. Tous deux en retirèrent une impression favorable. Indubitablement, c'était la plus grande nouveauté survenue depuis un certain temps. À voir le soleil s'y refléter, nota Hume, je dirais que la chose est faite de métal. Je suis d'accord, fit Cordevir, mais qu'est-ce qui l'a fait tenir en l'air? Dans la vallée se poursuivit l'événement nouveau. Un objet pointu se tenait en suspension au-dessus du sol. Une substance semblable au feu s'échappait de l'une de ses extrémités. Elle se tient en équilibre sur le feu, déclara Hume. Même ton œil sénile devrait s'en apercevoir. Cordevir se haussa davantage sur sa queue épaisse pour mieux voir. À ce moment, l'objectif prit contact avec le sol et le feu s'arrêta. Descendons-nous voir de plus près? Demanda Hume. Entendu. Je pense que nous avons le temps. Ah non, attends. Quel jour sommes-nous? Hume fit un silencieux calcul. Le 5e jour de Lugat. Ah zut, dit Cordevir. Il faut que je rentre chez moi tuer ma femme. Tu as le temps. Le soleil ne se couche que dans plusieurs heures. Cordevir était incertain. Tu sais que j'ai horreur d'être en retard. Eh bien, tu connais ma vélocité, fit obligeamment Hume. S'il se fait trop tard, je me hâterai d'aller la tuer moi-même. Cela te convient-il? C'est vraiment trop aimable à toi, dit Cordevir à son cadet avec reconnaissance. Ensemble, ils se mirent à dévaler en glissant la pente de la montagne. Devant l'objet de métal, ils firent halte et s'installèrent sur leur queue. Plutôt plus grand que je ne pensais, dit Cordevir en évaluant du regard l'objet. Il l'estima à peu près de la taille de leur village. Ils rampèrent tout autour, observant que le métal était travaillé apparemment avec des tentacules humains. À l'horizon, le plus petit des soleils s'était déjà couché. « Je crois qu'il vaut mieux rentrer, » déclara Cordevir. « Moi, j'ai tout le temps. » Hume étira ses muscles d'un air suffisant. « Oui, mais, réflexion faite, un homme aime bien tuer sa femme lui-même. »« Comme tu voudras. » Ils partirent à vive allure en direction du village. Dans sa maison, la femme de Cordevir finissait de préparer le dîner. Elle avait le dos tourné à la porte, comme l'exigeait l'étiquette. Cordevir la tua d'un coup de queue bien appliqué, traîna le corps à l'extérieur et revint s'installer pour manger. Après le repas, il fit une méditation, puis il se rendit à la réunion. Hume, avec la fougue de la jeunesse, s'y trouvait déjà, occupé à discourir sur l'objet de métal. Avec un léger dégoût, Cordevir pensait qu'il avait dû avaler son dîner sans prendre la peine de le mâcher. Quand il eut fini, Cordevir communiqua ses propres observations. Il n'ajouta qu'une idée au compte-rendu de Hume. L'objet de métal pouvait renfermer des créatures intelligentes. « Qu'est-ce qui te le fait croire ?» demanda Missile, un autre vieillard. « Le feu qui s'en échappait lors de sa descente s'est arrêté une fois l'objet au sol, » déclara Cordevir. « Je soutiens que quelque créature a pu enfermer la source. »« Pas nécessairement, » répondit Missile. Les hommes du village continuèrent à discuter tard dans la nuit. Puis ils rompirent l'assemblée, procédèrent à l'enterrement des diverses épouses qu'ils avaient tuées et s'en retournèrent chez eux. Couché dans le noir, Cordevir se rendit compte qu'il n'avait pas adopté d'opinion définitive concernant l'événement nouveau. À supposer que l'objet renfermât des créatures sensées, celle-ci posséderait-elle une morale? Pourrait-elle avoir la notion du bien et du mal? Cordevir, avant de s'abandonner au sommeil, se permit d'en douter. Le lendemain matin, tous les habitants mâles du village s'en vinrent examiner l'objet. C'était là ce qui convenait, puisque les fonctions des hommes consistaient à examiner les faits nouveaux et à limiter la population féminine. Ils formèrent un cercle autour de l'objet, en faisant des conjectures sur ce qui pouvait se trouver à l'intérieur. « Je crois que ce sont des êtres humains, » dit Esquel, le frère aîné de Hume. Le corps tout entier de Cordevir se secoua en signe de désaccord. « Des monstres, beaucoup plus probablement, » s'exclama-t-il. « D'après les calculs des probabilités, pas nécessairement, fit Esquel. À considérer la logique de notre développement physique, un simple regard peut... Oui, mais dans le grand espace extrême, continua Cordevir, il peut exister bien des races étranges, la plupart non humaines, dans l'infinité. Cependant, la logique de notre... Le nombre de chances pour qu'ils nous ressemblent est infinitésimal. Il n'y a qu'à voir leur véhicule. Est-ce que nous construirions... Mais sur des bases strictement logiques, il est indubitable que...
C'était la 3e fois que Cordevir se faisait interrompre. D'un bon coup de queue, il projeta Esquelle contre l'objet de métal. Esquelle tomba mort sur le sol. « J'ai toujours pensé que mon frère était un malotru, » remarqua Hume. « Que disions-nous » Cordevir allait reprendre la parole, mais fut interrompu de nouveau. Dans l'objet de métal, quelque chose s'ouvrit brusquement et une créature fit son apparition. Immédiatement, Cordovir constata qu'il avait eu raison. La chose monstrueuse qui se hissait hors de son trou avait l'équivalent de 2 jambes jumelles. Le haut de son corps présentait une grotesque excroissance, faite mi-partie de métal et mi-partie de peau. Et sa couleur, Cordovir en frémit. La chose avait la couleur blême de la chair écorchée. Les villageois avaient reculé, attendant les réactions du monstre. Celui-ci d'abord n'en eut aucune. Il se contentait de se tenir stupidement sur la surface métallique, et ce renflement bulbeux qui surmontait sa personne se mouvait de part et d'autre. Mais aucun mouvement du corps n'accompagnait le geste pour lui donner une signification. Finalement, l'être éleva ses 2 tentacules et fit des bruits. « Est-ce que, par hasard, il essaierait de communiquer » demanda Michel. Par le trou sortirent alors 3 autres créatures, qui tenaient des baguettes de métal dans leurs tentacules. Les êtres échangèrent des bruits. « Ils sont définitivement non humains, » dit avec fermeté Cordovir. « Reste à savoir si ce sont des créatures morales. » Une des choses rampa au bas de l'objet de métal et se campa devant. Les autres pointèrent leurs baguettes en direction du sol. Cela semblait être une espèce de cérémonie religieuse. Des êtres aussi hideux peuvent-ils être détenteurs d'une morale ? Continua Cordovir, la peau contractée de dégoût. Allez voir de plus près, les créatures étaient plus horribles qu'on aurait pu les rêver. L'objet bulbeux, en haut de leur corps, pouvait bien être, après tout, une tête, nota Cordovir, bien que jamais il n'en eût vu de pareille. Mais au centre de cette tête, au lieu d'une élégante surface unie, il y avait un ridicule petit promontoire. 2 échancrures rondes s'ouvraient de chaque côté de celui-ci. Et dans leur prolongement, pendaient de chaque côté de la tête, si tête il y avait, 2 protubérances difformes. Enfin, dans la moitié inférieure, courait une pâle entaille rougeâtre. Cordovir supposa que cela pouvait être regardé comme une bouche, avec beaucoup d'imagination. Et ce n'était pas tout. La construction de ces êtres était telle qu'elle révélait à l'intérieur du corps la présence d'os. Quand ils remuaient leurs membres, ce n'était pas le mouvement souple, ondulant et fluide des êtres humains. Cela ressemblait plutôt au tressautement saccadé d'une branche d'arbre. « Dieu du ciel !» s'exclama un villageois dans la force de l'âge. « Tuons-les et arrachons-les à leur misérable condition !» Les autres, pénétrés du même sentiment, se portèrent en avant. « Attendez !» cria un des jeunes. « Essayons quand même de communiquer avec eux, si l'entreprise peut être tentée. L'espace externe est immense, souvenez-vous-en, et tout y est possible. » Cordovir était partisan de l'extermination immédiate, mais les autres villageois s'arrêtèrent pour discuter. Soudain, Hume, avec une témérité caractéristique, s'avança vers la chose sur le sol. « Salut !» lança-t-il. La chose fit entendre des bruits. « Je ne comprends rien !» fit Hume, et il commença à battre en retraite. La chose, alors, agita ses tentacules joints, si on pouvait appeler ça des tentacules, et montra un des soleils. Elle émit un bruit. « Oui, il fait chaud, hein ?» dit aimablement Hume. La chose montra le sol et émit un autre bruit. « La récolte n'a pas été très bonne cette année, » dit Hume sur le ton de la conversation. La chose se montra elle-même en émettant encore un bruit. « Je suis bien d'accord, » acquiesça Hume, « ce n'est pas permis d'avoir l'air aussi vilain. » Mais les villageois commençaient à avoir faim, et ils se mirent en reptation sur le chemin du retour. Hume demeura à écouter les êtres lui adresser des bruits tandis que Cordovir l'attendait nerveusement. « Tu sais, » déclara Hume quand il l'eut rejoint, « je crois qu'ils veulent apprendre notre langage, ou m'enseigner le leur. »« Ne t'y prête pas, » le prévint Cordovir qui entrevoyait la perspective obscure d'une profonde malédiction. « Je crois que je le ferai, au contraire, » murmura Hume. Ils rentrèrent au village et, l'après-midi, Cordovir se rendit à la réserve où étaient parqués les surplus de femmes. Cérémonieusement,
il demanda à une jeune fille si elle voulait bien tenir son ménage pour les 25 jours à venir. Bien entendu, elle accepta avec gratitude. En sortant, Cordevir croisa Hume, qui allait lui aussi à la réserve. « Je viens de tuer ma femme, dit Hume. Remarque superflue, car pour quelle autre raison serait-il venu en ce lieu? Tu retournes voir ces créatures demain? S'informa Cordevir. Ce n'est pas impossible, si rien de nouveau se présente d'ici là. Ce qui importe est de savoir si ce sont des êtres pourvus de facultés morales ou des monstres. Exact, dit Hume avant de continuer sa reptation. Ce soir-là, après le souper, il y eut réunion. De l'avis commun de presque tous les villageois, les êtres d'outre-espace étaient non humains. Cordevir soutint vigoureusement que leur apparence même déniait toute possibilité d'humanité. Nulle créature à ce point hideuse n'eût pu jouir d'une conscience apte à discerner le bien et le mal, à juger en fonction de règles morales et, par-dessus tout, à posséder la conception de la vérité. Les jeunes, cependant, n'étaient pas de cet avis, sans doute à cause de la pénurie d'événements nouveaux au cours de ces derniers temps. Ils faisaient observer que l'objet de métal, manifestement, était un produit de l'intelligence. Or, une intelligence supposait nécessairement la faculté de différenciation, et cette faculté entraînait le sens du bon et du mauvais. Ce fut une discussion savoureuse. Olgolel contredit Araste, qui le tua. Marvre, dans un excès de colère inattendu pour un individu si placide, tua les trois frères Olian avant d'être tué à son tour par Hume, qui se sentait d'humeur irritable. Le bruit de la discussion parvenait jusqu'à la réserve des surplus de femmes, à l'autre extrémité du village. Ravis et fatigués, les villageois s'en furent dormir. La controverse se poursuivit durant des semaines. À part cela, la vie continuait comme à l'accoutumée. Les femmes sortaient le matin, cherchaient de la nourriture, l'accommodaient, pondaient leurs œufs. Les œufs étaient livrés à la réserve des surplus pour être couvés. Comme toujours, il éclosait 8 nouveau-nés de sexe féminin contre 1 de sexe masculin. Et le 25e jour de mariage, chaque homme tuait sa femme et allait en prendre une autre. Au début, les villageois se rendaient près de l'objet de métal pour voir Hume en train d'apprendre le langage. Puis, ils s'en lassèrent et retournèrent à leurs excursions coutumières à travers forêts et collines en quête d'événements nouveaux. Les monstres de l'espace sidéral demeuraient dans leur objet, n'en sortant qu'en présence de Hume. 24 jours après l'arrivée des êtres non humains, Hume annonça triomphalement qu'il pouvait communiquer avec eux d'après un code. Ils disent qu'ils sont venus de très loin dans leur vaisseau de l'espace, expliqua-t-il ce soir au village assemblé. À les entendre, ils sont bisexués, comme nous. Et, comme nous également, humains. Ils prétendent qu'il y a des raisons à leur différence d'aspect, mais je n'y ai rien compris. Si nous admettons qu'ils sont humains, déclara Michil, ils ne peuvent forcément dire que la vérité. Tout le monde approuva. Ils disent qu'ils ne veulent pas déranger notre existence, mais que l'observer les intéresserait beaucoup. Ils veulent venir au village pour nous voir vivre. Nous n'avons pas de raison de refuser, fit l'un des jeunes. Non, s'écria Cordevir. Vous livrez passage au mal incarné. Ces monstres respirent la traîtrise. Je les soupçonne d'être capables de dire un mensonge. Mis au pied du mur, cependant, Cordevir ne put fournir aucune preuve susceptible d'étayer cette accusation malveillante. Après tout, remarqua Syll, ce n'est pas parce qu'ils ont l'air de monstres qu'on doit forcément leur attribuer une mentalité monstrueuse. Je soutiens que si, lança Cordevir, mais il dut s'incliner devant la majorité. Ils m'ont offert, poursuivit Hume, des objets de métal, soi-disant pour servir à diverses choses. Je n'ai pas relevé cette infraction à l'étiquette, puisqu'ils ne sont pas censés avoir d'éducation. Cordevir approuva. Le jeune Hume, en grandissant, devenait très raffiné. Il désire venir au village demain. Non, hurla encore, mais en vain, Cordevir. Oh, au fait, ajouta Hume, comme chacun prenait congé. Ils ont plusieurs femelles avec eux. Ce sont les créatures qui ont la bouche très rouge. Il sera intéressant de voir comment les mâles s'y prennent pour les tuer. C'est demain le 25e jour de leur venue. Le lendemain, les choses d'un autre monde se dirigèrent vers le village en se mouvant lentement et laborieusement le long des collines. Les villageois purent observer la fragilité extrême de leurs membres atrophiés, la gaucherie pesante de leurs mouvements. « Ils sont encore plus laids que je ne le croyais »,
marmonna Cordovir. Allez voir tous ensemble, c'est un spectacle de cauchemar. Et pas un pour racheter l'autre. Une fois au village, les monstres étrangers se conduisirent avec le plus parfait manque de décence. Ils visitèrent les huttes, baragouinèrent devant la réserve des surplus de femmes, ramassèrent des œufs pour les examiner, scrutèrent les villageois à travers des choses noires et brillantes. L'après-midi s'avançait lorsque Rantan, un des anciens, décida que le moment était venu de tuer sa femme. Il poussa de côté l'être qui encombrait le devant de sa hutte et, à coups de queue, étendit l'épouse raide morte. Instantanément, deux des êtres se mirent à jaboter bruyamment, se hâtant de sortir de la hutte où ils avaient pénétré. L'une de ces créatures avait la bouche rouge des femelles. « Il s'est rappelé que c'était l'heure de tuer la sienne, » observa Hume. Les villageois attendirent, mais rien ne se produisit. Le vieux Rantan eut une illumination. « J'y suis !» s'exclama-t-il. « Il aimerait peut-être que quelqu'un d'autre la tue à sa place. C'est peut-être la coutume dans leur pays étrange. » Sans plus de cérémonie, Rantan leva sa queue et abattit au sol la femelle à bouche rouge. Le monstre mâle fit un bruit effrayant et pointa sa baguette de métal sur Rantan. Rantan s'effondra, mort. « Tiens, c'est curieux, fit Michil. Je me demande si cela dénote de sa part une désapprobation. » Les êtres, ils étaient 8, s'amassèrent en noyau. L'un tenait la femelle morte, les autres dirigeaient leurs baguettes de métal de tous côtés. Alla leur demander ce qui n'allait pas. « Je n'y comprends rien, dit-il en revenant. Ils ont employé des mots que je n'ai pas appris, mais j'interprète leur émotion comme un signe de reproche. » Les monstres se mirent à reculer en groupe. Un autre villageois, jugeant que c'était le moment, tua sa femme qui se tenait non loin de là. Les monstres s'arrêtèrent et recommencèrent à jacasser en échangeant des gestes. Puis ils se dirigèrent vers Hume. Le corps de Hume était secoué d'incrédulité quand il eut parlé avec eux. « Si j'ai bien compris, parvint-il à articuler, il nous ordonne de ne plus tuer une seule de nos femmes. »« Quoi ?» s'écrièrent Cordovir et une douzaine d'autres. « Je vais leur demander encore une fois. » Hume retourna en conférence avec les monstres qui agitaient leurs baguettes de métal dans leurs tentacules. « C'est bien ce que je pensais, » fit enfin Hume avec colère. Sans autre préambule, il projeta sa queue en travers d'un des monstres, l'envoyant atterrir à l'autre bout de la place du village. Immédiatement, les autres brandirent leurs baguettes de métal tout en battant en retraite rapidement. Après leur départ, les villageois dénombrèrent 17 morts de sexe masculin. Hume, pour quelque raison, avait échappé du carnage. « Et maintenant, est-ce que vous me croirez ?» cria Cordovir. « Ces créatures ont fait un mensonge délibéré. Elles avaient prétendu qu'elles ne nous nuiraient pas, et elles ont tué 17 d'entre nous. C'est plus qu'un acte amoral, c'est une entreprise criminelle concertée. » Cela passait presque l'entendement humain. « Un mensonge délibéré !» répéta Cordovir, malade de dégoût, comme s'il eût proféré un anathème. On n'avait pratiquement jamais, dans les plus improbables thèmes de discussion, envisagé l'hypothèse d'un être capable de dire un mensonge. Les villageois furent hors d'eux sous l'effet de la colère et de la répulsion quand ils eurent pleinement réalisé le concept d'une créature mensongère. Et, ajouté à cela, il y avait cette entreprise criminelle concertée. C'était comme le plus horrible des cauchemars, brusquement venu à la réalité. Il devenait soudain apparent que ces êtres, ces monstres atroces, ne tuaient pas leurs femelles. Indubitablement, ils les laissaient pulluler librement. Cette pensée avait de quoi donner la nausée à un homme fort. Les femmes en surplus quittèrent leurs réserves et, accompagnées par les épouses, demandèrent la cause de l'agitation. Une fois mises au courant, elles furent encore 2 fois plus indignées que les hommes, car telle était la nature féminine. « Qu'on les tue !» hurlèrent-elles. « Qu'on ne les laisse pas changer nos coutumes ! Qu'on ne les laisse pas introduire l'immoralité !»« J'aurais dû m'en douter, » déclara Hume avec tristesse. Une femme se fit le porte-parole de ses compagnes. « Nous autres, les femmes, voulons avoir une vie morale et décente, à couver les œufs dans la réserve, jusqu'à l'époque de notre mariage. Et ensuite, 25 jours d'extase. Comment pourrions-nous désirer davantage ? Ces monstres détruiront notre mode de vie. Ils rendront notre race aussi ignoble que la leur. Qu'on les tue, tout de suite. Comprenez-vous maintenant ? Jeta furieusement Cordovir à l'adresse des hommes. Je vous avais prévenu, j'avais tout prévu, et vous m'avez ignoré.
Ah, les jeunes feraient mieux d'écouter leur aîné en période de crise. Dans sa rage, il tua 2 jeunes gens d'un seul coup de queue. Les villageois applaudirent. Chassons-les, cria-t-il, avant qu'ils nous corrompent. Toutes les femmes se levèrent pour aller tuer les monstres. Ils ont des baguettes qui lancent la mort, remarqua Hume. Est-ce qu'elles le savent? Je suppose que non, répondit Cordovir. Il était complètement calmé maintenant. Va le leur dire. Je suis fatigué, dit Hume d'un ton boudeur. J'ai fait l'interprète. Vas-y, toi. Oh bon, allons-y tous les deux, fit Cordevir, agacé par l'humeur maussade de l'adolescent. Accompagnés par la moitié des villageois, ils rattrapèrent les femmes et les emmenèrent au bord de la colline qui surmontait l'objet de métal. Cordevir considéra le problème. Faites rouler des pierres sur eux, commanda-t-il aux femmes. Vous pourrez peut-être briser le métal de l'objet. Les femmes se mirent à faire rouler des pierres avec une grande énergie. Quelques-unes frappèrent la surface de l'objet. Aussitôt, des lignes de feu rouge en sortirent et des femmes furent tuées. Le sol trembla. Retirons-nous un peu plus loin, dit Cordevir. Les femmes ont la situation bien en main maintenant. Et ce sol qui tremble me donne le vertige. Tous les hommes le suivirent à distance sûre, et, de là, ils observèrent ce qui se passait. Les femmes mouraient à droite et à gauche, mais leurs troupes étaient renforcées par l'afflux des femmes d'autres villages, où le bruit de la menace s'était répandu. Elles combattaient pour leur foyer, pour leurs droits, plus féroces qu'aucun homme ne l'eût été. L'objet de métal, sur lequel pleuvaient les pierres, continuait à jeter du feu vers la colline. Puis, une grosse traînée de feu sortit de l'une de ses extrémités. Il y eut un glissement de terrain au moment où l'objet s'élevait en l'air. Il manqua de peu le sommet d'une montagne, puis il prit de la hauteur de façon régulière, jusqu'à n'être qu'une tache sombre contre le plus grand des soleils. Et enfin, il disparut. Ce même soir, on sut que 53 femmes avaient été tuées. C'était un bien, puisque cela limitait le surplus. Mais le problème ne s'en poserait pas moins de façon plus aiguë que jamais, puisque, hélas, 17 hommes étaient morts d'un seul coup. Cordovir se sentait extrêmement fier de lui. Sa femme avait trouvé une mort glorieuse dans le combat. Il en prit une autre sur le champ. « Il nous faudra tuer nos femmes plus souvent que tous les 25 jours, dit-il à la réunion du soir. Cela jusqu'à ce que le cours des choses rentre dans la normale. Les femmes survivantes, de retour dans la réserve, l'entendirent et applaudirent avec ardeur. « Je me demande où ces monstres sont allés, suggéra Hume. Sans doute réduire en esclavage quelques races sans défense, énonça Cordevir. Pas nécessairement, plaça Michil. Et la discussion du soir commença. Elle se poursuivit fort tard, il y eut 4 morts, et chacun s'en fut enfin se coucher, soulagé de se retrouver entre humains.